3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Moi ça va pas mal parce que... Mais avant de partir et de vous parler du concept, faut que je vous parle de mon t-shirt de Tyler Herro offert par Derby Ball. Un sang qui inclut des joueurs du présent, mais aussi des joueurs du passé. Leur collection est sans cesse renouvelée, elle colle avec l'actuel. Et vu qu'ici, vous le savez, on est entre nous, je vais vous filer un petit code promo, le code LE6ème, qui vous filera 10% de réduction sur tout le site. Alors n'hésitez plus, ça vous permettra de payer moins cher, de soutenir la chaîne, du vrai win-win. Mais bref, j'imagine que si vous êtes là, c'est pas forcément pour acheter des t-shirts, en tout cas pas en premier lieu, surtout pour parler des arrières en NBA. Alors on ne va pas perdre plus de temps, le concept je vous l'explique juste après, c'est parti. Qui sont les meilleurs arrières cette saison en NBA ? En NBA. Bon, après, j'imagine que vous connaissez un peu, vu que je veux pas de débat des postes. En fait, c'est ce qui est affiché, c'est le poste qui est utilisé principalement dans la saison en cours. Et c'est celui que j'ai utilisé parce que moi, ça me va bien, vu que c'est sur cette saison et rien d'autre que ce contenu va se concentrer. Donc j'ai eu quelques surprises par contre, mais il a fallu faire avec. Moi, j'aurais pas classé comme ça, mais quand j'ai vu que Zach LaVine était considéré comme j'aurais pensé qu'on le classerait parmi les arrières, mais c'est pas le cas. Par contre, faut aussi noter que James Harden a été classé poste 2 depuis qu'il est à Philadelphie, mais je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que la majorité de sa saison, il l'a faite à Brooklyn. Donc voilà, ça a été un choix que j'ai fait un peu arbitrairement, mais ça me paraît plutôt logique. Mais bref, en tout cas, là, ce que je vais vous faire, c'est... J'allais pas parler de tous, évidemment, et donc pour faire du tri, j'ai dû... et c'est ce que j'avais fait pour les meneurs, je fixe la limite à 30 minutes, mais là, quand j'avais fait ça dans un premier temps, on avait une liste de shooting guards qui était bien trop courte, duel, et à prendre en compte le niveau collectif. Et enfin... Je le répète, ou je le dis, mais je vais vous demander d'être un petit peu sévère et de vous rappeler qu'il y a 5 tiers. Parce que je l'ai déjà vu dans des précédents lives, au début on a tendance à mettre pas mal de joueurs hauts, et ce serait quand même dommage que 95% des joueurs... ou 3, 1, 2 or 3, ça y est, je parle anglais, je suis bilingue. Donc pensez bien à répartir, retenez vraiment que les tiers ces critères, mais ça vous empêche pas d'avoir une liste intéressante que je vais vous présenter tout de suite, une liste de 28 joueurs et sur lesquels on va faire le point, et sur lesquels vous allez voter pour les classer dans les tiers. Ou encore l'action qui compte, tout ça, ça fait partie de son répertoire. Alors c'est clair que c'est pas une star, ni un demi-dieu, Will Barton, mais c'est quand même un joueur... Will Barton, je le mets là, un peu plus à droite, c'est mieux. Donc 60% au tir fort, 30% qu'il aurait vu un peu plus bas au tir 5, il n'y a pas eu de vote pour les tirs 1 et tout, et ça c'est plutôt normal, et je pense à réfléchir, vu que le tir fort, et même si c'est jamais facile de sélectionner et de placer le premier, ça permet d'échelonner un petit peu tout le reste et de calibrer tout, mais je pense que c'est plutôt cohérent de le mettre à cet échelon numéro 4, Will Barton, et je vous rejoins là-dessus. Il a terminé deuxième meilleur scoreur de la saison, qui a été même premier meilleur scoreur de la saison pendant un long moment avant de se faire dépasser par Curry à la fin, et je trouve qu'il a peiné à confirmer cette saison. Donc individuellement, il a des chiffres qui sont moins bons, hein, qui restent très corrects, mais au début je me disais, est-ce que c'est vraiment important? Parce que sur les premiers mois de la saison, il y avait toujours beaucoup d'ISO bien sûr, mais avec un basket un petit peu plus collectif, et surtout une équipe des Wizards qui gagnait, et tout ça c'est important pour moi. Mais le truc, c'est que dès que l'équipe a été en difficulté, tout a changé à Washington, et tout a changé du côté de Bradley Beal. Avant de se blesser, j'ai trouvé qu'il s'était remis à jouer beaucoup pour lui, on avait une équipe qui galérait de plus en plus, et moi c'est surtout dans le comportement que j'ai des choses à lui reprocher, je l'ai pas trouvé très leader cette saison, il parlait limite plus de son contrat à venir et du Supermax qu'il voulait signer et de son avenir que de la saison des Wizards. Après, voilà, si on fait quand même un point global, on a un joueur qui est à droit, qui fait des passes D, qui est quand même un très bon joueur, mais il peut pas tout faire tout seul à Washington. Lui, il aime bien garder la balle et il délègue peut-être pas assez. Maintenant, il y a une grande question. Est-ce que s'il fait ça, c'est parce que ses coéquipiers ne sont plus à la hauteur de ce qu'ils étaient en début de saison qu'il se met à tout faire, ou alors c'est parce que Bill en fait trop que eux ils en font moins? Là, vous avez peut-être la réponse, moi je pense qu'il y a un petit peu des deux. Mais peu importe, même si ses stats sont en baisse et qu'il va être pénalisé pour ça et qu'on aurait aimé voir les Wizards plus haut cette saison, Bill reste quand même un sacré joueur de basket. Ce qu'il a fait est en dessous des attentes, c'est sûr, mais vu qu'on ne juge pas des attentes, ça devrait aller pour lui, je pense. Il ne devrait pas terminer trop bas. Ok, pour Bradley Beal, vous êtes 46%, donc une grande majorité, enfin non, une grande majorité non, mais une majorité, donc à le mettre au tier 3, donc c'est là qu'on va mettre Bradley Beal. Donc 46% pour l'échelon numéro 3, 38% à l'échelon numéro 2, 13% à l'échelon numéro 4 qui sont bien plus sévères, et 4% qui le voient tout en haut à l'échelon numéro 1. J'aurais hésité, pour être très honnête, moi entre le 2 et le 3, j'aurais peut-être eu une préférence pour le 2, parce que quand même, tourner à 23 points, 5 rebonds et presque 7 passes décisives, c'est très fort, malgré son adresse qui est très moyenne à 3 points, globalement quand même c'est bon aussi ce qu'il fait, ça reste un joueur qui individuellement a des qualités phénoménales, voilà pourquoi pour moi il fait partie
partie de l'élite. Je pense que je l'aurais mis au tier 2. Maintenant, c'est sûr que si on prend en compte le bilan collectif et l'attitude qu'il a eu après les 2 premiers mois de la saison, j'ai envie de dire, je comprends le tier 3. De toute façon, j'aurais hésité entre le 2 et le 3. J'aurais peut-être eu une petite préférence pour le 2. Maintenant, le mettre au 3, ça me va bien. Donc de toute façon, c'est vous qui avez choisi. On le laisse là. Et même si on n'est pas tout à fait d'accord, globalement, je vous rejoins plutôt pour cet échelon numéro 3. On enchaîne avec Bogdan Bogdanovic. Chez les Hawks, le début de saison a été galère de chez galère. Mais là, depuis janvier, les choses vont quand même bien mieux du côté de l'Atlanta. Ils ont récupéré des joueurs absents, ça a fait du bien, mais celui qui a fait beaucoup de bien aussi, parce qu'il a su élever son niveau de jeu, c'est bien Bogdan Bogdanovic. Il a manqué beaucoup de matchs, notamment en décembre, son début de saison était assez compliqué, mais là, depuis quelques temps, même si ça ne suffira pas pour définir toute sa saison, je pense, depuis qu'il est 6ème homme notamment, je le trouve excellent. Il passe régulièrement au-dessus des 20 points, et j'ai l'impression qu'il semble vraiment kiffer ce rôle de 6ème homme en sortie de banc. La seconde unit avec lui et Gallinari, et je la trouve très cool à Atlanta. À 3 points, on a un Bogdanovic qui dégaine sans jamais se lasser, qui a une adresse qui est de plus en plus forte, de plus en plus incroyable, et même s'il ne starte pas chez les Hawks, il finit souvent les matchs, et ça c'est important. Il est redevenu ce genre de mec qui est assez sûr, sur qui Nate McMillan peut compter, et on a une équipe d'Atlanta qui se rapproche peu à peu des 50% de win, comme quoi, même si bien sûr c'est pas le seul responsable et qu'on peut donner beaucoup de crédit à Trae Young et du niveau qu'il est en train d'atteindre, ce genre de gars sérieux autour de Trae Young, ça manquait, qui joue à full potentiel, et Bogdanovic est en train de le refaire de plus en plus, malgré son début de saison un peu moyen, et tout ça, ça fait du bien aux Hawks. Pour Bogdanovic, là, il n'y a pas trop de débat, vous êtes tous assez d'accord, 70% à le mettre au tier 4, 26% à le mettre au tier 3, et 4% à le mettre au tier 5, donc vraiment grosse majorité à le mettre à l'échelon numéro 4. Et là-dessus, je vous rejoins. Il aurait pu viser au-dessus, je pense, si Atlanta avait eu plus de wins, ou s'il avait été plus régulier sur toute la saison. Son niveau ces derniers temps vaut peut-être un échelon supérieur, mais si on prend la saison dans sa globalité, c'est ce que je vous demande de faire, je pense que le tier 4 est plutôt cohérent. La suite, avec Devin Booker. Lui, déjà, à Phoenix, il a aucun souci de win. Les Suns sont juste le meilleur bilan de la NBA. Après, est-ce que le patron c'est Chris Paul? Peut-être. Mais l'option 1 au scoring, c'est bien Devin Booker. Et maintenant que CP3 est blessé, et qu'il va manquer de longues semaines, entre 6 et 8, à cause de son pouce, il va encore plus devoir le prouver qu'il peut se comporter en leader et être cette option 1. Booker, comme les Suns, de toute façon, ils sont en train de confirmer la bonne saison de l'an passé. Et là, ces derniers temps, j'ai trouvé qu'il montait en puissance, Booker, même avant la blessure de Chris Paul. Depuis début janvier, il score plus, il a mis 48 points face aux Spurs, c'est pas passé inaperçu, il a mis 43 face à Utah, tout ça, ça s'est bien vu aussi, et clairement, peu à peu, il s'impose comme une star dans cette ligue. Le mec, c'est un bosseur, qui lâche rien, qui semble heureux dans la vie aussi, qui semble en confiance, et tout ça, ça transparaît sur le terrain. Déjà, il a été élu 2 fois joueur de la semaine de l'Ouest depuis le début de la saison, il a réussi à faire des perfs assez énormes, limite, mais c'est limite habituel pour lui, et presque ça devient banal de voir qu'il fait ça, et pourtant, ses perfs sont très forts, moi je trouve ça hyper fort, et là, maintenant que le point god est plus là, il va devoir confirmer encore collectivement qu'il peut permettre à Phoenix de continuer à gagner. Il va avoir un plus gros rôle dans le playmaking, d'ailleurs il l'a déjà montré avec les premiers matchs qu'il a joué sans Chris Paul. Ça a pas tout le temps bien marché, mais beaucoup de gens disent qu'il peut jouer meneur depuis le début de sa carrière et j'y crois. Donc malgré tout son talent, ça se voit que c'est chaud pour lui, mais ce le serait pour n'importe qui de compenser l'absence de Chris Paul. Il devra au moins le faire un minimum pour montrer qu'il est vraiment parmi l'élite de chez l'élite, le gratin du gratin de cette ligue. N'empêche que pour l'instant, ce qu'il a montré, c'est juste ahurissant. Donc gros big up à la saison de Devin Booker jusque-là. Pour Devin Booker, vous êtes tous assez d'accord, enfin presque tous, vu que vous êtes 90% à le mettre au tier 1, 5% au tier 2, qui est donc 5% sévère, et 5% de troll qu'ils mettent au tier 4, parce que ça peut pas être autre chose que du troll. Évidemment, pour moi, c'est un no-brainer. Devin Booker est au tier 1 des arrières. Quand on voit la liste qu'on a, il fait partie des demi-dieux dans cette liste de 28. Donc Booker au tier 1, ça me semble juste très 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 logique. On va pas en faire plus, ça confirme tout ce que j'ai dit plus tôt. À lui de confirmer maintenant sans Chris Paul. Enchaînons avec Kentavious Caldwell-Pope. Après Bradley Beal, un autre joueur des Wizards, et pour lui non plus, je vais pas être très très enthousiaste. Pourtant, en début de saison, malgré des pourcentages moyens, je trouvais qu'il arrivait à peser dans cette équipe, notamment dans les moments importants en étant très clutch. Il est toujours capable de l'être clutch, mais depuis quelques mois, j'ai un petit peu plus de mal avec son jeu. C'est un gars qui est très irrégulier, et qui surtout me paraît moins investi. Il a l'air frustré, en défense je trouve qu'il se donne moins, il est capable de mieux. Alors forcément, ça a de l'impact sur son équipe. Sa baston avec Harrell dans le vestiaire en début de saison, ça a
pas aidé, à tel point que les Wizards depuis ont fait le grand ménage. Là ça va un peu mieux pour KCP depuis une semaine ou deux, la blessure de Bradley Beal lui donne un peu plus de responsabilité. C'est peut-être pas mal parce que c'est un joueur qui a besoin de confiance, ça se sent, il est en train de la retrouver sa confiance, et tant mieux pour lui, parce que quand il est en confiance et que ça rentre dedans, c'est un mec qui peut faire de belles choses, hein. Il l'a fait 2-3 fois cette saison en dépassant les 25 points, il en a mis 27 là je crois face aux Pacers avant le break. Ça c'est pas mal, mais pour moi c'est encore trop rare, c'est trop irrégulier, et surtout, et ça m'importe beaucoup, ça ne suffit absolument pas pour porter les Wizards vers la win. Donc allez-y, dites-moi ce que vous en pensez de ce KCP. Pour KCP, vous êtes, pareil, une grande majorité à être d'accord, vu que vous êtes 79% à le mettre au tier 5 et 21% à le mettre un peu plus haut au tier 4. Je l'aurais mis au tier 5 aussi. Même s'il est très bon à 3 points, hein, 38%, son adresse globale est pas assez bonne, ses stats sont pas folles, son investissement pose question, les Wizards perdent. C'est dur hein, la saison pour lui, même si comme je l'ai dit, il a eu quelques coups de chaud. Le tier 5, ça me semble très bien pour Kentavious Caldwell-Pope. Voici Seth Curry. Lui, cette saison, je l'apprécie particulièrement. À la base, il était considéré seulement comme un shooter, et j'ai trouvé qu'avant son transfert à Philadelphie, il a réussi à se faire une vraie place, notamment grâce à sa relation avec Embiid. Ça l'a amené à créer de plus en plus, sachant que c'est très positif tout ça, parce qu'à Brooklyn, notamment quand Kyrie est pas là, on lui demande de créer, et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Ça lui permet de tourner quand même à 4 passes par match depuis le début de la saison. Pour un mec qui est censé être qu'un shooter, c'est plutôt propre. Puis en plus de ça, évidemment, on va en parler de son shoot, c'est de famille, c'est un sniper d'élite, et les shoots qu'il prend sont pas les plus simples, et pourtant il a des pourcentages de ouf. Il est pas loin de 50% au global, plus de 40% à 3 points, c'est balèze. Il est à 88% au lancer franc aussi, donc en gros il est à un cheveu du 50-40-90 club. C'est aussi le joueur le plus adroit sur ses pull-ups dans toute la NBA, il a progressé aussi dans sa variété et ne reste pas cloîtré derrière la ligne comme il le faisait avant. Maintenant il se lance dans quelques drives, il lâche quelques flotteurs, quelques shoots à mi-distance, donc toute cette panoplie chez Seth Curry elle est impressionnante, et ça se voit encore plus depuis qu'il est chez les Nets, je trouve. Il a progressé, il tourne à 19 points de moyenne en 5 matchs depuis qu'il est là-bas, et je pense qu'ils sont plutôt contents de l'avoir récupéré à Brooklyn. Alors ok, il est loin d'être la superstar qu'est son grand frère, mais quand même, Seth Curry, il a montré ces dernières saisons que c'était un vrai joueur de basket. Il lui manquait, je pense, surtout de la régularité à mes yeux, il lui en manque toujours un petit peu, mais bon, ça reste le joueur le plus adroit de toute l'histoire à 3 points derrière Steve Kerr, donc il est deuxième. Ça c'est quand même assez énorme, c'est forcément qu'il a un gros talent au shoot, mais je le répète parce que c'est important, c'est dommage de ne limiter qu'à son tir, parce que même si c'est sa spécialité, il fait une grosse saison et il l'a déjà montré, à mon avis, il peut être très utile à ces Brooklyn Nets. Pour Seth Curry, vous êtes 63% à le mettre au tier 3, donc on va le mettre là tout de suite, s'il veut bien venir avec moi. 22% à le mettre un peu plus haut au tier 2, 11% au tier 4, et quand même 4% qui le mettent au tier 1, donc des vrais fans de Seth Curry. J'ai un peu de mal, j'avoue, de le voir, enfin moi je l'aurais mis au tier 3, ça je le dis directement, maintenant forcément c'est la même histoire, j'ai un peu de mal avec le fait de le voir au même échelon que Bradley Beal. Je peux encore l'entendre, même si c'est pas du tout le même type de joueur, parce qu'on a un Bradley Beal qui, même s'il est dans une équipe qui perd et qu'il est décevant, reste un franchise player. Quant à un Seth Curry, je sais pas s'il peut vraiment porter une équipe sur ses épaules, mais bon, de toute façon c'est normal, il y a toujours des disparités entre les tiers, et les voir au même étage au tier 3, ça me choque pas tant que ça finalement. Le prochain, ça part du côté du Minnesota avec Anthony Edwards. Donc voici un jeune joueur, un sophomore, et quel monstre offensif, quel montre au scoring. Le gars est d'une puissance incroyable, il peut bousiller tout le monde sur ses drives, et en plus de ça, il commence à trouver un vrai shoot de loin, même s'il est irrégulier. Son 10 sur 14 à 3 points, il y a un mois ou deux face à Denver, c'est là pour prouver que de loin, il peut vraiment prendre feu. Le mec a un talent énorme, il en a plein les mains, après ça se voit. Il a aussi des petits défauts, hein. C'est un jeune joueur qui peut se frustrer face aux arbitres, qui peut se faire exclure pour des bêtises, ou encore péter un câble quand il est benché, puis faire n'importe quoi. Ça c'est arrivé 2-3 fois cette saison. J'avoue que en plus de ça, depuis quelques semaines, il connaît un coup de mou quand même, c'est sûrement dû à la fatigue, au manque d'expérience, mais ce que j'apprécie chez les Wolves, c'est qu'ils ont un coach, Chris Finch, qui arrive bien à gérer ça, et à sortir Anthony Edwards quand il faut. Donc ok, il est irrégulier, mais je pense que ça viendra, parce que c'est aussi un compétiteur qui est plein de fougue, plein d'émotions, qui a une grosse confiance en lui, et même s'il faudra qu'il mûrisse pour progresser, ça viendra tôt ou tard. Il apporte une vraie âme, je trouve, à cette équipe des Wolves, et ça c'est important, et surtout que je trouve qu'elle manquait vraiment d'un joueur comme ça, vraiment de cette fraîcheur là. Et si aujourd'hui plus personne ne rigole à l'idée d'imaginer Minnesota en playoff, c'est aussi parce que Ant-Man a un vrai bon niveau de jeu, et je pense qu'il est au moins partiellement responsable de tout ça. Pour Anthony Edwards, c'était très serré, mais vous êtes une majorité à le mettre au deuxième échelon, 48% au deuxième échelon, 40% le voyait en dessous au troisième échelon, 8% carrément le voyait tout en haut au premier échelon, et 4%
à l'échelon 4. Bon, pour moi, échelon 1 et échelon 4, c'est abusé. J'aurais hésité aussi entre l'échelon 2 et l'échelon 3. Clairement, en termes statistiques pures et individuelles, il est en dessous de Bradley Beal, il est aussi moins régulier que Bradley Beal. Par contre, il est quand même dans une équipe qui va jouer les playoffs, ce que Beal ne faisait pas, et ça c'est important. Il a aussi permis à Minnesota de passer un step, et je trouve qu'il faut valoriser ça. Donc écoutez, à partir du moment où on a acté que Beal était un tier 3, allez, hein, j'entends les arguments pour dire que Anthony Edwards c'est un tier 2. De toute façon, moi, voilà, je l'aurais mis au tier 2 aussi. Et on va pas revenir sur Beal toute la soirée, mais Anthony Edwards au tier 2, ça me convient bien. Donc let's go pour la suite, et je suis d'accord avec ce choix. La suite avec un Français, Evan Fournier, et je trouve que cette saison, pour lui, elle est très dure à analyser. Parce que, ok, on a envie de retenir déjà ses gros cartons, 3 fois face à son ancienne équipe des Celtics, il a tout défoncé, il a même fait une pointe à 41 points face à eux, c'est un record en carrière, donc tout ça c'est balèze. Mais quelle irrégularité pour Evan qui dépend beaucoup trop de son adresse. Quand ça rentre de loin, tout va bien, mais quand c'est pas le cas, ça peut être un petit peu catastrophique. Maintenant, je veux pas trop lui jeter la pierre non plus, parce que je pense qu'il est mal utilisé, et qu'en vrai, il est pas loin de jouer le meilleur basket de sa carrière. Là, on a un Thibodeau qui lui donne limite seulement le rôle de spot-up shooter, un mec à qui on ne demande pas de créer, et qui n'a finalement que des opportunités sur catch and shoot, et c'est dommage parce que Fournier, à mon avis, et on l'a vu de nombreuses fois avec l'équipe de France ou au Magic, il vaut mieux que ça, d'autant plus dans une équipe qui manque d'un vrai meneur. Moi, j'aimerais bien que Fournier ait plus de responsabilité à la création. Je trouve qu'il pourrait apporter bien plus. Des fois, j'ai l'impression qu'il passe toute la durée d'une attaque à attendre dans le corner, parce que c'est ce qu'on lui demande de faire pour écarter le jeu, et c'est peut-être le sous-utilisé, ça. Alors après, c'est cool, hein, parce que malgré les difficultés d'Enix, c'est quand même un joueur qui se bat, qui apporte son énergie, qui apporte sa niaque. Le souci, je le répète, c'est quand ses shoots ne rentrent pas, il a pas vraiment l'occasion de peser autrement. Et pour un gars qui a signé un tel contrat à plus de 17 millions la saison, je trouve ça un peu triste. On pourrait lui donner les clés plus que ça à New York, hein. De toute façon, il y a quoi à perdre, de toute façon, vu où ils en sont cette saison. Je le répète, mais l'utiliser seulement comme un floor spacer, c'est gâcher ses qualités un petit peu. Donc si on fait le bilan, je me dis que le début de saison d'Evan n'est pas compliqué par hasard, parce que son utilisation est sûrement à revoir. Mais forcément, il va être pénalisé pour ça, parce qu'il n'arrive pas à briller dans le rôle qu'on lui donne. Donc ouais, si lui aussi, on peut lui reprocher de ne pas avoir su s'adapter, ça peut être le cas aussi. Je me demande quand même, j'y pensais là justement quand je préparais ce live, si le faire sortir du banc en tant que leader de la seconde unit, où il créerait un peu plus, surtout en l'absence de Derrick Rose, ce serait pas finalement un peu plus judicieux. Mais là, que ce soit individuellement et surtout collectivement, faut le dire, ça va pas vraiment très fort pour Evan cette saison. Pour Evan, vous êtes 65% à le voir à l'échelon numéro 4, 19% à le voir plus bas à l'échelon numéro 5, et après lui c'est le premier qui a eu des votes à tous les échelons, 8% carrément au tier 1, donc ça c'est sûrement des Français cocorico, 4% au tier 2 et 4% au tier 3. Moi je vous rejoins, tier fort pour Evan, ça me paraît cohérent, il a fait trop de bons matchs pour être au tier 5, par contre malheureusement il a pas eu l'occasion d'en montrer plus, même s'il a le niveau pour viser plus que ce tier fort, il a pas eu l'occasion de le montrer assez souvent, et malgré une bonne adresse à 3 points global, il y a que ça, pour l'instant il y a que ça cette saison chez Evan Fournier, et comme je dis, c'est bien dommage de pas l'utiliser mieux que ça. La suite avec Josh Giddey, et voici un rookie et ça fait plaisir. Lui, ce que j'aime particulièrement, c'est sa vista. Qu'est-ce qu'il est élégant, je trouve, quand il a la balle. Il dribble bien, il a une super vision, il fait des feintes qui sont géniales, ses appuis sont super cool aussi. C'est un mec qui est très polyvalent, qui prend des rebonds, qui fait des passes, tout ça c'est très fort. Il a déjà fait 4 triples-doubles depuis le début de la saison, dont un à 28 points, donc ça c'était il y a pas longtemps, c'est vraiment incroyable. Maintenant, le souci quand même, parce que tout va pas déjà super bien chez Josh Giddey, il faut pas rêver, c'est son irrégularité, ses déchets et son adresse. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a pas mal de progrès à faire. Vu qu'aujourd'hui, dans notre ranking, l'âge n'est pas une excuse, c'est dur de le placer trop haut, je pense, à cause de ces déchets-là. Surtout dans une équipe qui perd énormément comme OKC et dans laquelle c'est plus facile de briller et d'avoir des responsabilités. Ça, à mon avis, ça fait mal quand on pense à Giddey. Maintenant, attention, parce que son adresse, même si elle est toujours pas bonne du tout, elle est en progression depuis quelques temps, même au lancer, c'est moins catastrophique, alors qu'en début de saison, c'était vraiment pas ouf. Il me semble un poil plus patient aussi, mieux trouver ses spots, il anticipe davantage, il connaît mieux les systèmes, comme quoi c'est bon de gagner de l'XP, et il arrive à en gagner assez vite cette saison, tout ça c'est tout à son honneur. Après, il est loin d'être constant encore, il a encore beaucoup de progrès à faire, et la défense, faut le dire aussi, c'est pas du tout ça. Donc, à mon avis, ça va être dur de trop s'enflammer sur son niveau d'aujourd'hui, même si on peut s'enflammer pour son niveau futur, qui malheureusement rentrera pas en compte, n'empêche qu'il a déjà toutes les qualités nécessaires pour viser les échelons plus hauts d'ici quelques années, même si aujourd'hui, si vous me le mettez tier 1 ou tier 2, je comprendrai pas. Pour Josh Giddey,
Vous êtes 45% à le mettre au tier 4, donc on l'y place tout de suite à ce tier 4. 32% qu'il voyait plus haut au tier 3, 23% qu'il voyait plus bas au tier 5. Et là, encore une fois, je vous rejoins. Pour moi, trop de déchets encore dans son jeu pour viser plus haut, même s'il en sera capable plus tard. Mais vraiment trop complet, trop polyvalent, trop élégant pour être plus bas. Donc tier 4, c'est des joueurs très forts. Et pour moi, ça va bien à Josh Giddey, qui s'il améliore son scoring, sa propreté, sa justesse et son efficacité, pourra très vite viser plus haut, je pense. Joueur suivant, Eric Gordon. Alors lui, je trouve vraiment qu'on parle pas assez de lui, et c'est sûr qu'être aux Rockets, ça n'aide pas, parce que l'équipe est en pleine reconstruction, elle gagne pas beaucoup de matchs, et les médias, en plus, déjà qu'ils parlent rarement d'eux, quand ils parlent de Houston, il y en a que pour les jeunes prometteurs. Pourtant, soir après soir, je trouve qu'on a un Eric Gordon qui fait son taf de vétéran, et il le fait trop bien. Alors ok, c'est surtout un scoreur, en tout cas c'est devenu surtout un scoreur, parce qu'il a déjà montré des meilleures choses dans sa carrière au niveau de la polyvalence. Il a quelques habiletés dans le playmaking, par exemple, qui peuvent être utiles, mais mettre des points, il fait ça super bien. Il a beaucoup d'efficacité, il a une très bonne adresse, il est très constant, il est à 48% au tir, il est à 42% à 3 points, c'est quand même assez énorme, assez propre. Il y a tellement peu de joueurs réguliers à Houston que sa présence de mec expérimenté fait forcément du bien. Il montre le bon exemple aux jeunes, là il semble plus à l'aise dans son corps, et il recommence à aller davantage vers le cercle avec du talent. Résultat, à 33 ans, il a jamais joué un basket si efficace, je trouve, dans toute sa carrière. Bien sûr, il a scoré plus, mais jamais un basket si propre, si efficace. Surtout que dans le money time, ses qualités, il les décuple, et je trouve ça très fort. Par-dessus le marché, je trouve qu'il a une défense qui est devenue très correcte. Du coup, je pense qu'il faut parler de lui un petit peu. J'aurais vraiment aimé le voir arriver chez un contender avant la deadline. Je pense qu'il aurait pu être utile. On parlait de lui à Phoenix, quel bonheur ça aurait été de le voir là-bas. Mais je suis sûr que même, de toute façon, chez n'importe quel outsider, ne serait-ce qu'un outsider, il aurait vraiment pu jouer le rôle de pièce manquante dans n'importe quelle équipe avec des ambitions. Mais bon, c'est comme ça. Il est à Houston, il est dans l'ombre. Je suis pas sûr qu'ils aient prévu un buyout, donc il devrait y rester. Mais bon, rien que pour sa volonté de ne pas se plaindre, de se comporter en leader auprès des jeunes, même dans une équipe qui perd, et ça va le pénaliser ça, je pense que c'est pas mal de mettre un minimum de respect sur Eric Gordon. Pour Eric Gordon, vous êtes 63% à le mettre au tier 4. Vous êtes 21% à le mettre au tier 3, vous êtes 11% à le mettre au tier 5, et vous êtes 5% à le mettre au tier 2. Donc grosse majorité de tier 4. Moi, quand j'avais préparé ce live, pour être assez honnête, je l'avais mis au tier 3, mais j'avais Bradley Beal plus haut. Maintenant que je vois qu'il y a Bradley Beal et Seth Curry au tier 3, c'est difficile de mettre Eric Gordon à ce tier. Donc au vu de la répartition des joueurs pour l'instant, je trouve que le tier 4 est mérité pour Eric Gordon. Allez, la suite avec Jalen Green, un autre des Rockets et un autre rookie après Josh Giddey. Si l'Australien, depuis le début de la saison, Giddey a plutôt agréablement surpris, Green, lui, il est un petit poil plus décevant, je trouve, au vu de son statut de numéro 2 de draft. Mais peu importe, hein, c'est pas pour ça qu'il est pas bon, et avant tout, il faut noter qu'il a de méga qualités au scoring. Et puis, comme Eric Gordon, je pense qu'il souffre du fait que personne ne parle des Rockets. Le mec est dans l'ombre, et mine de rien, il fait quand même des choses pas mal, surtout dans une team où on a Eric Gordon, on a Porter Jr. et Christian Wood, quand l'équipe est au complet, qui portent tous plus la balle que lui. Donc forcément c'est difficile de trouver des responsabilités, surtout quand ton rôle c'est de scorer et de créer. Après, il a besoin d'être poli, c'est sûr. Il est encore un scoreur qui est très brut et qui a besoin de progresser dans pas mal de domaines. Mais plus ça va, plus je trouve qu'il y a du progrès dans sa sélection de tirs, même si aujourd'hui il est encore à moins de 40% au global. Mais bon, quand on parle de qualité, on regarde son explosivité et on se rend compte qu'on a un vrai client. Il a un super premier pas, il peut aller au cercle en un éclair, et tout ça, ça aide, que ce soit sur ses drives ou sur ses transitions. Maintenant, j'aimerais qu'il gagne un petit peu en épaisseur, un petit peu en muscle, un petit peu en carrure. Ça l'aiderait pour aller mieux en drive, encore une fois, et pour conclure avec plus de précision et plus de régularité, mais ça l'aiderait aussi beaucoup en défense, car pour le moment, dans le secteur, je le trouve complètement inefficace. Ce serait pas mal qu'il progresse à la passe aussi, qu'il ait un peu moins sa tunnel vision, parce que pour l'instant, il voit le cercle, et surtout le cercle. En vrai, ça en fait des choses qu'on attend de Jalen Green. On parlera pas de son slam dunk contest, ça a pas sa place ici, aujourd'hui, même si je sais qu'on aime beaucoup le chambrer à cause de ça. N'empêche que moi, ce que je retiens, c'est qu'il correspond aux critères du jour, déjà, donc ça veut dire qu'il a joué 30 matchs et qui tourne à plus de 29 minutes par match, et que c'est intéressant qu'on parle de ce gars qui a tout juste 20 ans, qui progresse à vue d'œil, et qui mine de rien dans son équipe a un rôle suffisamment important pour qu'on parle de lui dans les meilleurs shooting guards de la saison déjà. Pour Jalen Green, vous êtes 79% à le mettre au tier 5. Et là-dessus, je vous rejoins. Après, vous êtes 21% à être un peu plus optimiste à le mettre au tier 4. Pour moi, ça suffit pas ce qu'il fait. Alors, ok, il met sa quinzaine de points par match. Par contre, il shoot à moins de 40%. Bien sûr que c'est difficile pour lui de trouver sa place dans une équipe aussi désorganisée que Houston. Mais beaucoup de déchets dans son jeu. Beaucoup de choses à polir. C'est déjà pas mal, comme je disais, d'être au tier 5 en tant que rookie. Mais franchement, moi, je l'aurais pas mis plus haut. Donc, je suis d'accord avec la majorité concernant Jalen Green.
Maintenant, Tyrese Haliburton, let's go pour lui qui vient d'arriver à Indiana, où il est plutôt utilisé en tant que meneur, c'est sûr, mais vu qu'à Sacramento, c'est-à-dire pendant la grande majorité de sa saison, il était utilisé au poste 2, c'est en tant que shooting guard qu'on va le juger aujourd'hui, parce que Basketball Référence le met bien au poste 2 sur son passage à Sacramento. Lui, franchement, c'est tout à fait le style de joueur que je kiffe. C'est un gars intelligent, qui fait les bons choix, mais qui en plus shoot très bien, qui est très adroit. Toute la saison, je trouve qu'il a fait que monter en puissance, et là, depuis qu'il est arrivé à Indiana, c'est vraiment l'explosion. Il était choix numéro 12 de la draft en 2021, donc quelle bonne surprise, parce que maintenant, il semble être capable de porter les Pacers sur son dos, et c'est très fort. Il tourne à 19 points et 11 passes depuis qu'il est là-bas, en tirant à 50%, donc 44% à 3 points, c'est méga lourd. Avec le retour de Malcolm Brogdon, va falloir voir comment ça se passe un petit peu entre les deux, voir comment les deux arrières se complètent. Après, voilà, il y a quelques interrogations qui peuvent se poser dans le fit, mais vu que c'est deux gros cerveaux, j'ai pas trop de doutes, mais on sait jamais. Par contre, moi, ce que je veux noter et qui est important, c'est que si ça se passe mal, à mon avis, c'est bien Brogdon qui fera ses valises, parce que maintenant, à Indiana, c'est bien autour de Haliburton qu'on veut reconstruire, et ça montre le niveau qu'a le gamin. Même dans une équipe de fond de tableau, je trouve que c'est important de valoriser ça. Bien sûr, le bilan va le pénaliser, mais le niveau qu'il a depuis qu'il est là-bas, et même le niveau qu'il avait sur la fin de son passage à Sacramento, il est juste très impressionnant. Pour Tyrese Haliburton, vous êtes 53% à le mettre à l'échelon numéro 3. Donc on le pose là tout de suite. Vous étiez 21% à le voir un peu plus haut à l'échelon numéro 2, 21% à le voir un peu plus bas à l'échelon numéro 4, et 5% à le voir tout en bas à l'échelon numéro 5. Donc 4 et 5, moi ça me semble très très sévère pour Haliburton. Si on ne jugeait que de son passage à Indiana, franchement un tir-tout, ça aurait été discutable, je pense, mais malheureusement, il faut prendre en compte toute la saison. Et à Sacramento, il a eu un début de saison un petit peu compliqué. Je pense qu'il était très mal utilisé avec Luke Walton. C'est vrai, ce qu'il montre avec Indiana, je pense que ça va vraiment le faire monter. Mais si on juge l'intégralité de sa saison, si on juge son long passage à Sacramento et le fait que l'échantillon est très faible à Indiana, je pense que Tier 3, c'est cohérent pour Tyrese Haliburton. Tim Hardaway Jr. pour continuer. Alors lui, je suis partagé et j'ai du mal à savoir vraiment quoi en penser. Bon déjà, il n'a pas joué depuis le 25 janvier à cause d'une fracture au pied et on devrait pas le voir de retour tout de suite parce que ça pourrait mettre du temps à se soigner et à se rééduquer. Mais bon, ça l'a pas empêché de jouer une quarantaine de matchs là déjà depuis le début de la saison et donc il rentre dans nos critères parce qu'il joue aussi largement plus de 29 minutes par match. Par contre, je vais pas le cacher, de cette saison, j'étais un petit peu déçu par Hardaway. Avec un Luka en plus qui a mis du temps à se chauffer cette saison, j'aurais aimé que Tim Hardaway Jr. puisse prendre le relais, qu'il puisse s'afficher en lieutenant en fait sur lequel on peut compter quand la star a des jours un petit peu de moins bien un petit peu. Et ça franchement je trouve qu'il a pas fait. Il tourne à des chiffres inférieurs de ceux de l'an dernier, mais vraiment inférieurs. Son adresse était juste catastrophique avant qu'il se blesse, il était à moins de 40% au global. Et j'ai revu un peu le pire visage de ce joueur, même si je me trouve sévère en disant ça, mais je retrouve un peu le joueur qu'il était au Knicks à l'époque et que j'aimais pas beaucoup parce que il pensait qu'à scorer, il prenait des shoots qui étaient pas géniaux et ouais, sa sélection levait beaucoup de doutes. Donc ouais, ce que j'ai vu cette saison pour l'instant avec Dallas, ça m'a un peu déçu. Après, le truc, c'est que je me disais que je voulais pas faire une croix définitive sur lui, parce que Hardaway, on le connaît, c'est toujours un joueur de série, et ça m'aurait pas surpris que tôt ou tard dans la saison, il arrive à prendre feu, surtout en s'adaptant peut-être peu à peu au nouveau système de Jason Kidd, et en profitant de la gravité créée par un Luka qui revient en super forme. Sauf que là, il s'est blessé, c'est pas venu ce que j'attendais, cette série que j'attendais, du coup pas le choix, au vu de ce qu'on a vu cette saison. Si on isole seulement ce qu'on a vu cette saison, je pense qu'on va être obligé d'être un petit peu sévère avec Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr., vous êtes 80% à le mettre au tier 5, donc on le place ici, là, juste à côté de Jalen Green. Vous êtes 15% à le voir un petit peu plus haut au tier 4, et 5% de chez fans de Tim Hardaway Jr., vu que 5% l'ont mis au tier 1, et ça, vous imaginez bien que c'est complètement irréaliste au vu de sa saison, et je vous avoue que je vous rejoins, je l'aurais mis au tier 5, même si ça me semble sévère, mais difficile de le mettre plus haut. Alors ok, il met des points, mais il fait pas grand chose d'autre, et quand tu mets des points à moins de 40% de réussite, c'est un petit peu embêtant, surtout que Dallas marche bien, mais Dallas marche bien surtout depuis qu'il est blessé. Alors je vais pas dire que tout est lié, mais je pense que ça doit peser aussi dans notre évaluation, et voilà, quand Tim Hardaway Jr. était là cette saison, il a pas été bon, et même si ce serait peut-être venu, c'est pas venu, donc tier 5, ça me semble pas mal, même si j'ai toujours du mal à être sévère avec ces joueurs, ça me semble plutôt bien pour Tim Hardaway Jr.
Gary Harris du Magic pour continuer. Donc voici un joueur dont on parle peu, encore un, tout simplement parce que personne ne parle d'Orlando cette saison, ou presque personne. Pourtant le mec, qui du haut de ses 25 ans, je trouve, il fait office de vétéran dans cette équipe, et il est bien là, malgré un début de saison bien compliqué, je dois le dire, parce qu'après, de toute façon, c'est pas un énorme scoreur, même si mettre des points représente sa principale qualité, il est pas du tout non plus un franchise player, mais ce qu'il fait en attaque, c'est-à-dire bien souvent mettre des tirs et partir en drive, il le fait bien, même s'il en met pas avec un volume complètement hallucinant. Sachant qu'en défense, on a également un joueur qui est intelligent et qui est efficace, hein, c'est un bon défenseur. Il est le genre de role player qui est toujours apprécié dans un collectif. Alors clairement, c'est pas plus qu'un role player, mais son rôle-là, ce costume-là, je pense qu'il lui va bien. Alors c'est sûr que lui aussi, je l'aimais bien plutôt dans une équipe comme les Nuggets, dans une équipe avec plus d'ambition. Pour moi, il est bien plus utile que dans une équipe comme Orlando qui joue pas grand-chose. N'empêche que sur le terrain, ça reste un modèle pour les autres jeunes, quelqu'un qui communique beaucoup, quelqu'un qui est vocal, quelqu'un qui se comporte en leader. Et franchement, même si ça suffira pas pour accéder au sommet, c'est déjà pas mal. Maintenant, c'est sûr que Gary Harris, ça va être difficile de le mettre trop haut. Par contre, je voulais dire que même si ça suffira pas, son rôle, je trouve qu'il le remplit pas trop mal. Pour Gary Harris, c'est aussi un score sans appel, parce que si tier 5 pour 84% d'entre vous, 11% qu'il voyait au tier 4, 5% au tier 3, je trouvais ça un peu haut quand même. Bah ouais, moi aussi, même si j'aime beaucoup ce que fait Gary Harris à Orlando, que c'est un bon role player, qui est adroit, hein, même si c'est pas un scoreur, qui défend bien et qui montre l'exemple, c'est sûrement pas suffisant pour viser plus haut que le tier 5. Maintenant, comme on le disait, le tier 5, c'est quand même pour des starters solides, et s'ils sont dans le classement, et je le répète, et s'ils jouent plus de 29 minutes par match, c'est que tous ceux qui sont là, de toute façon, ça reste des bons joueurs. Donc Gary Harris est un bon joueur, mais au vu de la concurrence qu'il y a aujourd'hui, trop dur de le mettre plus haut que ce tier 5. Donc là-dessus aussi, je suis d'accord avec vous, et pour l'instant, finalement, il y a pas mal d'accord entre vous et moi. 15e joueur, on vient donc de dépasser la moitié, c'est Tyler Herro. Alors pour lui, cette année, c'est vraiment celle de l'explosion. Et si j'ai mis son t-shirt Derby Ball, je vous répète, aujourd'hui, c'est pas un hasard. Le gamin, après une saison sophomore qui avait soulevé quand même quelques doutes, est juste en train de cocher toutes les cases une à une. S'il était le favori pour le trophée de meilleur 6e homme la semaine dernière quand on a parlé des awards, c'est vraiment qu'il mérite. De toute façon, des 6e hommes qui sont capables de tourner à plus de 20 points par match sur toute une saison, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et Tyler Herro fait partie d'eux. Avec sa faculté à mettre de gros shoots, il est de ceux qui sur un coup de chaud peuvent faire en sorte que toute la foule s'énergise là à Miami. J'aime le fait qu'il puisse scorer sur catch and shoot comme en sortie de dribble, et qu'il ait fait de vrais progrès aussi dans le playmaking en tournant à 4 passes par match. Après, il reste quand même un peu un scoreur unidimensionnel, c'est sûr, mais peu importe, parce que c'est exactement ce qu'on attend de lui en sortie de banc, et il le fait très bien, moi je kiffe. Peut-être qu'on si lui on demandait de créer plus, il ferait plus de passes, ça on peut pas le savoir, et je trouve quand même qu'il s'en sort très bien dans le domaine. Il allie cette sorte de culot avec ce sentiment revanchard de mec qui a tout approuvé, un mec qui a peur de rien, et le cocktail marche bien, ça lui donne cette attitude de futur superstar tête à claque un peu. Il y a rien de péjoratif quand je dis tête à claque, mais c'est un peu le côté insolent qu'il a là, je trouve, et qui peut faire beaucoup de dégâts. Si le Heat est à la première place de l'Est cette saison, il y a une part de responsabilité à Tyler Herro quand même, parce que même s'il sort du banc, il faut souligner que c'est le deuxième meilleur scoreur de l'équipe qui domine la conférence Est, derrière Jimmy Butler. Et ça, c'est balèze. Pour Tyler Herro, grande majorité, 76% à le mettre au tier 2, à côté du Ant-Man, Anthony Edwards. 18% à le mettre un peu plus bas au tier 3, et 6% à le mettre carrément au tier 1. Bon, tier 1, je serais pas allé jusque là, et tier 2, ça se défend, même si forcément, individuellement, c'est pas un franchise player comme Bradley Beal. Je pense que le fait d'être dans une équipe qui win, et d'avoir un si gros rôle, un rôle si important au scoring dans une équipe qui win, et ben pourquoi pas le mettre un tier au-dessus de Bradley Beal. En tout cas, pourquoi pas le mettre au tier 2, ça aurait été mon choix aussi de le mettre à cet échelon-là. Donc encore une fois, on se rejoint, et ça fait plaisir. Le prochain, c'est Buddy Hield. En voici un autre qui, comme Tyrese Haliburton, a fait le voyage de Sacramento à Indianapolis. Et pour lui aussi, tout se passe extrêmement bien. Parce qu'en 5 matchs, ce qu'il a montré chez les Pacers, j'ai trouvé que c'était très convaincant. Il a une adresse qui est enfin à la hauteur. Il score près de 22 points par match, donc c'est fort. Et je fais partie de ceux qui n'attendaient plus Hield à ce niveau du tout. Même si là, comme je répète, l'échantillon est faible chez les Pacers. Et qu'il faudra qu'il confirme. Parce que oui, chez les Kings, alors que cette saison, il avait un rôle en sortie de banc, ça m'a pas trop fait kiffer ce qu'il a montré sur la cinquantaine de matchs qu'il a joué là-bas. Le gars faisait que passer du temps derrière la ligne à 3 points, alors que les saisons d'avant, il avait montré qu'il pouvait être un slasher. Il allumait sans s'arrêter, avec une adresse qui était complètement aléatoire, et il avait un impact qui était plus inconstant que jamais. Et alors, maintenant, vu comment il brille à Indiana, on pourrait se dire que c'était le style de jeu, ou le non-style de jeu de Walton qui voulait ça, puis l'arrivée de Gentry n'a pas fait forcément de bien, et peut-être que depuis qu'il est chez les Pacers, il attaque bien plus le cercle, on lui demande plus de faire ça, et ça lui va bien, parce que Hield, ce n'est pas que un shooter, je suis désolé,
dribblé, il sait faire plein d'autres choses. Bon, ok, par contre, en parallèle, c'est peut-être pas le meilleur défenseur du monde, mais pour scorer et allumer la mèche, ça, il le fait bien. Voyons maintenant pour lui aussi comment le retour de Malcolm Brogdon impactera son niveau de jeu, qui est très bon depuis qu'il est dans l'Indiana, mais jusque-là, pas de doute, ce qu'il montre chez les Pacers, c'est plutôt plaisant, même s'il faudra pas mettre de côté tout ce qu'il a fait chez les Kings avant d'arriver dans l'Indiana. Pour Buddy Hield, une tendance flagrante qui se dégage, c'est le tir fort avec 94% des votes, donc vraiment presque l'unanimité pour Buddy Hield au tir fort, 6% l'a mis au-dessus au tir 3, et c'est vrai que sur le peu qui montre à Indiana, le tir 3 aurait été envisageable, mais malheureusement c'est un échantillon trop faible, et c'est vrai que son adresse assez catastrophique et le rôle qu'il avait à Sacramento est pénalisant pour lui, même si son adresse à 3 points était bonne, il était tellement mal utilisé, et lui a montré tellement peu d'autres choses que celle de spot-up shooter, qu'un tir fort me paraît très cohérent pour Buddy Hield, et ça se voit de toute façon dans les votes avec 94% de votes à cet échelon-là. Le suivant, Kevin Huerter, voilà un autre spécialiste du shoot. Lui, c'est sa 4e saison en NBA, toujours à Atlanta, et sa place, je trouve qu'il l'a bien trouvée. En fait, il est dans ses standards cette saison, il joue sa trentaine de minutes, il marque ses 11 ou 12 points par match, il écarte le jeu en mettant des gros tirs, et le mec, en 3 saisons et demie de carrière, il a déjà mis plus de 500 paniers à 3 points, ça commence à faire. Il est déjà le 7e all-time de la franchise des Hawks dans le domaine, et puis, même s'il est un bon sniper, c'est pas que un sniper non plus, même si bien sûr c'est sa spécialité. J'aime aussi beaucoup l'énergie qu'il donne en défense, en mode glue guy un peu, il est constant des deux côtés du terrain, on sait ce qu'il va apporter chaque soir Kevin Huerter, et c'est tout à son honneur, et il déçoit quasi jamais, il est devenu un pion essentiel du dispositif de Macmillan, et dans son rôle, il assure comme il faut que les Hawks perdent, que les Hawks gagnent, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, ou que ce soit la sécheresse, Kevin Huerter est toujours là. Après c'est pas une superstar, loin de là, on est loin du demi-dieu, mais en tant que role-player, j'apprécie quand même beaucoup ce qu'il fait. Allez, pour Kevin Huerter, à 58%, nous voilà un autre qui est au tir fort, un échelon qui est très chargé pour l'instant, le tir fort. Donc ouais, 58% à le mettre ici, 37% à le mettre un peu plus bas au tir 5, 5% à le mettre un peu plus haut au tir 3, tir 3 non, moi j'aurais pas mis aussi haut. J'aurais, je pense, comme vous, hésité entre le tir fort et le tir 5, parce que 11 points par match, un peu plus de 11 points par match, dans une équipe qui pour l'instant a un bilan de moins de 50% de victoire, c'est dur de le mettre trop haut, mais j'aurais finalement, je pense, tranché pour le tir fort, vu son incroyable propreté au tir, 46% au global, 38% à 3 points, 81% au lancer franc, c'est très bien, il fait ce qu'on lui demande, il est très bien dans son rôle, donc je pense que ça aurait été un échelon 4,5, mais si je dois vraiment trancher, j'aurais mis le tir fort comme vous, donc là-dessus je suis d'accord encore une fois. Maintenant, on parle de Justin Holiday. Donc après tous ceux qui ont fait le chemin de Sacramento vers Indiana, dont on a parlé, comme Haliburton et Hield, voici l'un de ceux qui a fait la route inverse. Un mec polyvalent, qui sait tout faire, et qui, un peu comme tous les membres de la fratrie Holiday, est un joueur dur, qui défend fort, qui lâche rien. Après, bon, c'est pas non plus le shooter le plus constant du monde, son adresse n'est pas du tout folle, mais il compense en faisant le travail de l'ombre, en apportant tout ce qu'il peut apporter dans des petites choses qui comptent, et quand vous le laissez ouvert, notamment en sortie d'écran, il sera capable de sanctionner, quoi. À Sacramento, comme à Indiana, il continue à rentrer ce costume, il a toujours à peu près les mêmes stats, toujours à peu près le même rôle, donc le changement d'équipe n'a pas semblé trop le perturber. Il fait ce qu'il sait faire, ni plus ni moins, son impact au scoring est irrégulier et ça suffit pas pour peser sur la win, c'est sûr, mais les soirs où ça rentre, il peut être une menace extérieure intéressante, mais surtout un joueur utile des deux côtés du terrain qui quand même trouvera sa place, même quand son shoot ne rentrera pas. Pour Justin Holiday, pas trop de débat non plus, vu que vous êtes 85% à le mettre tout en bas au tir 5, et 15% à le mettre un peu plus haut au tir fort. Là-dessus, j'aurais rejoint la majorité pareil, même si j'aime beaucoup son rôle et toutes les petites choses qu'il fait, ça reste trop faible pour viser plus haut qu'un tir 5 quand on regarde les joueurs qui sont déjà classés ici. Tir 5, ça me convient très bien pour Justin Holiday. L'enchaînement se passe avec Reggie Jackson. Lui, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai un affect particulier pour lui. Peut-être à cause de ses lunettes de protection et son style snowboarder un peu. Chez les Clippers, en tout cas, avec les blessures de Kawhi Leonard et Paul George, on a un Reggie Jackson qui se retrouve très responsabilisé au scoring. Sûrement over-responsabilisé même, mais ça c'est une autre histoire. Lui en tout cas, il profite de cette responsabilité pour jouer son jeu, celui de pétard ambulant, parfois un peu croqueur, voire beaucoup croqueur, mais qui peut mettre de très gros shoots et pour lesquels il n'a besoin de l'aide de personne, parce que pour ce qui est de la self-création et des pull-ups, Reggie Jackson il a tout le bagage. Après c'est clair qu'il y a des soirs où c'est pas très beau à voir, et son adresse de 39% au tir, elle est là pour appuyer ce trait. Mais bon, en ce moment il y a besoin de ça chez les Clippers, un mec qui peut prendre ses responsabilités et assumer, notamment en scorant, tout en distribuant un minimum pour les autres, même s'il est loin d'être un playmaker élite. Il sait quand même très bien profiter de sa gravité en plus pour lâcher les balles quand il faut, ça lui permet de tourner à 4 passes décisives, un peu plus, entre 4 et 5 passes décisives par match, et voilà,
donc après c'est clair que ça reste un joueur qui a tout plein de failles, mais dans son rôle de dynamiteur qui n'a peur de rien, il se débrouille plutôt bien malgré son irrégularité au tir, il aime les moments importants, il a aucun souci avec l'idée de porter sa team, tout ça c'est pas mal, et même si je pense que dans une équipe qui a des ambitions, je le préférerais dans un rôle de 3ème ou 4ème option que dans celui de première option, eh bien il fait ce qu'on attend de lui dans son rôle et dans sa façon de jouer aux Los Angeles Clippers. Ok pour Reggie Jackson, et là-dessus, c'est un joueur qui divise, déjà ça se voit, parce qu'on voit qu'il y a 4 échelons sur 5 qui ont eu des votes, et même pas mal de votes, mais vous êtes 44%, donc c'est l'échelon qui domine, à le mettre au tir fort. Et là-dessus, j'aurais été d'accord, j'aurais peut-être mieux le mettre un petit peu plus haut, parce que comme je disais, je l'aime bien, mais ça compte pas. J'aime bien aussi son côté clutch, mais quand on voit qu'au tier 3, on a du Bradley Beal, du Seth Curry et du Tyrese Haliburton, je le mets quand même en dessous, Reggie Jackson. Vous étiez quand même 28% à le mettre à l'échelon 3, 16% à le mettre tout en bas à l'échelon 5, et 12% à le mettre très haut quand même à l'échelon 2, mais c'est quand même le tir fort qui domine, et finalement, je trouve que c'est assez cohérent. Le suivant, c'est Caris LeVert. Et on a un ordre alphabétique qui apparemment veut qu'on enchaîne les joueurs que j'aime bien, parce que lui, ça fait longtemps qu'il fait partie de mes chouchous. Mais ouais, Caris LeVert, ça fait pas mal d'années que je l'aime beaucoup. Dommage, en fait, lui, je trouve qu'il enchaîne les blessures un petit peu, et ça a clairement pollué son début de saison chez les Pacers. Parce que quand son corps répond présent, c'est un joueur gifté, qui est capable de tout faire, qui peut scorer vraiment aux 3 niveaux, pas de soucis, qui peut mettre des triples, qui peut profiter des espaces pour s'arrêter à mi-distance, qui est aussi un excellent slasher. Il peut aussi avoir un petit rôle dans le playmaking tout en défendant comme il faut, et tout ça c'est déjà très bien. Surtout qu'il prend des coups de chaud des fois, et quand ça arrive c'est dur de l'éteindre, et son adresse est quand même très correcte globalement vu la difficulté des tirs qu'il prend. Là, il vient d'arriver à Cleveland, et je dois être honnête, je reste un petit peu sur ma faim quand même. Pour l'instant ça s'est vu, il veut surtout rentrer dans le moule, rentrer dans le collectif, ne pas trop forcer. J'aime bien qu'il joue intelligemment, qu'il cherche à impliquer les autres, mais je le trouve quand même moins tranchant que ce qu'il a pu l'être par le passé, et l'adresse depuis qu'il est là-bas n'est pas forcément au rendez-vous. Après ça viendra, je me dis, il faut juste qu'il s'adapte au dispositif de JB Bickerstaff, et vu que là il s'est encore blessé et qu'il manquera encore 1 à 2 semaines de compétition à cause de sa cheville, ça pourrait prendre plus de temps que prévu. Donc c'est frustrant, car LeVert c'est quand même un joueur très talentueux, ça j'ai pas de doute là-dessus. Cependant ça commence à faire quelques saisons là qu'il a des soucis de santé et des changements d'équipe qui le polluent un peu, et ça lui permet pas de prouver ça sur la durée, et cette saison pour l'instant elle est un petit peu comme les autres. Du talent plein les mains, mais pas assez de régularité dans sa présence pour pouvoir le prouver définitivement. Pour Caris LeVert, vous êtes 70% à le mettre à l'échelon numéro 3. Vous êtes 25% à le mettre plus bas à l'échelon numéro 4 et 5% à le mettre plus haut à l'échelon numéro 2. L'échelon numéro 2, ça me paraîtrait un peu abusif. Je pense que je vous rejoins sur l'échelon numéro 3, même si ce qui montre au cave, c'est plutôt de l'échelon numéro 4. Mais bon, vu qu'il a fait que peu de matchs à Cleveland, on va pas juger toute sa saison là-dessus. Et mine de rien, même si sa présence aussi a été assez aléatoire avec Indiana dans une équipe qui gagnait pas forcément, ça me va à l'échelon numéro 3, mais pour moi c'est quand même limite, hein. C'est entre 3 et 4. Mais allez, on n'avait pas beaucoup de joueurs à l'échelon numéro 3, vu que ça se discute et que je l'aime bien, je valide votre choix là-dessus vu que j'étais hésitant. Voici CJ McCollum, un nouvel arrière qui vient de changer d'équipe et qui connaît régulièrement lui aussi des pépins de santé qui peuvent le handicaper sévèrement. Sauf que pour lui, le changement d'air a eu un impact qui a été flagrant, qui a été direct et un impact positif. Depuis son arrivée à Nola, j'adore ce qu'il montre. Le mec est juste sur un nuage et même s'il a jamais été All-Star en 9 ans de carrière, il montre carrément qu'il en a le niveau. C'est un vrai scoreur qui tourne à 29 points par match depuis qu'il est aux Pels. Il enchaîne les bons choix, il varie bien avec un jeu qui alterne comme il faut entre les triples et les mid-range, et j'ai l'impression en plus de ça qu'il stagne un petit peu à Portland, notamment en raison d'un feat avec Lillard qui était pas vraiment ouf. Peut-être qu'il avait pas la place pour exploser comme il le fait actuellement à Nola. Après, là encore, ça fait que 6 matchs qu'il est là-bas, hein. L'échantillon est faible, il va falloir que sa santé tienne. Maintenant, c'est pas non plus dégueulasse ce qu'il a montré à Portland cette saison, même si ses soucis au poumon lui ont fait manquer pas mal de matchs. En tout cas, depuis qu'il est là, je pense que les Pels peuvent clairement à nouveau rêver de play-off en passant par le play-in, et tout ça c'est en grande partie grâce à son arrivée à CJ. Je trouve que offensivement il complète parfaitement Brandon Ingram, l'entente entre les deux semble parfaite et elle semble se développer de match en match, et l'adresse de McCollum depuis qu'il est là-bas est juste complètement démentielle, donc pourvu que ça dure pour lui comme on dit, parce qu'à mon avis c'est un joueur qui mérite. Ok, pour CJ McCollum, ça va au tir tout, parce que vous êtes 53% à avoir parlé du tier 2 pour CJ McCollum, 35% le voit plus bas au tier 3, 6% au tier 1, pourquoi pas, et 6% au tier 4, là par contre je trouve ça sévère. Pour moi le tier 2 ça me va bien, parce que individuellement c'est un monstre, ce qui montre à Nola c'est monstrueux, même si l'échantillon est faible. À Portland il a quand même fait de belles choses, le souci c'est que pour moi il a tout à fait il aurait pu viser le tier
tier 1, vraiment, il aurait pu viser le tier 1, mais il aurait fallu qu'il fasse ce qu'il fait dans des équipes qui gagnent plus. Et là, que ce soit à Portland ou à la Nouvelle-Orléans, ça gagne très peu. Et à mon avis, c'est tout ce qui lui manque pour viser le tier 1. Et s'il continue à faire sa place comme il le fait à la Nouvelle-Orléans, peut-être que si on refait ce live l'année prochaine, il sera un peu plus haut. Mais pour l'instant, tier 2, ça me semble plutôt bien pour CJ McCollum. Enchaînons avec Donovan Mitchell, un autre des gros noms de cette liste, et c'est peut-être pour ça que j'ai envie d'être un peu sévère avec lui, même si ce sera impossible de trop l'être. En fait, l'arrière a tellement montré de belles choses ces 2 dernières saisons que là, cette année, j'en attendais un peu plus. Bon, les attentes, ça rentre pas en compte aujourd'hui, donc ça n'influencera pas vos votes normalement. Maintenant, ça n'empêche pas Donovan Mitchell d'être un excellent joueur, et je pense que ce serait une erreur de trop mal le classer. S'il a été All-Star, c'est vraiment pas dû au hasard. Il peut mettre ses 25 points par match les yeux fermés, c'est un joueur qui est très bon en ISO, un mec qui peut tout à fait créer pour lui, qui peut profiter des écrans et même lâcher la balle pour les autres. Il a un talent offensif élite, et dans une équipe comme le Jazz, c'est plus que nécessaire. Cependant, moi j'ai quand même toujours cette interrogation quand je le vois. Est-ce qu'il est capable d'être un vrai franchise player dans une équipe qui gagne ? L'année dernière, j'ai cru que oui, et que ça allait encore se développer, mais là, maintenant, j'ai plus de doutes, donc j'ai toujours pas de réponse à cette question. Je suis hésitant, je dis pas oui, je dis pas non, parce qu'il a une irrégularité qui peut poser question, et lors de certains matchs, même si ça arrive moins souvent dernièrement, il est quand même capable de disparaître un peu trop à mes yeux. Après lui, on le sait, c'est les grands moments qu'il affectionne. Plus la saison va s'approcher des playoffs et plus je m'attends à le voir briller. Il faut juste qu'il continue à bosser sur ces petites choses, je me dis, qui le feront passer du statut de star à celui de méga star. Je sais que je suis très exigeant avec lui, mais c'est parce que je sais qu'il est capable de ça, et il en est déjà pas loin en vrai. Je veux juste qu'il soigne encore plus ses choix, qu'il soigne encore plus sa sélection de tir et sa prise de décision. Ça lui permettra d'être plus régulier et de définitivement tout défoncer, parce que même s'il défonce pas tout actuellement, il défonce quand même beaucoup de choses dans une équipe qui gagne. Donc tout ça doit être mis en valeur et respecté dans la saison de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, pas trop d'hésitation, et on est tous d'accord là-dessus, moi aussi je suis d'accord là-dessus. 85% à le mettre au tier 1, parce que clairement, même si sa saison pour moi est moins bonne que la saison dernière, parce qu'il s'inscrit un peu moins dans le collectif du Jazz, il reste parmi dans les demi-dieux de ses arrières, dans la liste qu'on a. Vous êtes seulement 15% à l'avoir mis au tier 2 et personne en dessous, donc ouais, pas trop de doute pour Donovan Mitchell, qui va tout en haut avec Devin Booker, et tout ça c'est très cohérent et ça a du sens une nouvelle fois. Voici Norman Powell, et lui, je croyais fort en lui à Portland, parce que j'aimais vraiment son profil de poste 2 qui drive, qui shoot, qui défend, et je pensais que les Blazers allaient le garder, parce que je le trouvais super complémentaire à un Damian Lillard par exemple, beaucoup plus qu'un CJ McCollum. Mais dans l'Oregon, on a décidé de tout péter pour des histoires financières, et Powell en a fait les frais, et le voilà maintenant aux Clippers. Après, il n'y a pas grand chose à lui reprocher sur son début de saison à Portland, c'est un joueur accompli, qui a montré de belles choses, notamment au scoring. De toute façon le scoring c'est son truc, et il fait ça de manière très efficace, et ouais, vraiment très efficace. C'est un joueur très adroit, qui tourne à plus de 45% au global, 40% à 3 points, tout ça c'est huge, mais bon, à Portland, on a voulu laisser la place à Anthony Simons, et je peux comprendre pourquoi, on en parlera un petit peu plus tard. Pour ce qui est de Powell, il a fait des premiers matchs chez les Clips qui ont été très prometteurs, un peu comme Reggie Jackson dont on parlait plus tôt, on lui a filé tout plein de responsabilités au scoring, et il a su les saisir toujours de manière efficace, dans son style à lui, en mode two-way player, qui a un impact des deux côtés du terrain. Mais voilà, après 3 matchs seulement, il s'est blessé à un orteil, et il pourrait être absent pendant encore un moment, c'est dommage. J'aurais aimé voir davantage tout ce qu'il aurait pu apporter chez les Clippers, parce que son premier match à 28 points, que j'ai eu la chance de voir à Los Angeles, m'avait vraiment hypé. Malheureusement, on pourra pas revoir ça tout de suite a priori. Maintenant, j'aime quand même la saison que fait Norman Powell, que ce soit aux Blazers, même si ça a perdu, et c'est sur ses premiers pas aux Clippers. Pour Norman Powell, grande majorité au tier 3, avec 67% des votes. Vous êtes 27% à le voir un petit peu plus bas au tier 4, 7% au tier 5, que je trouve quand même très sévère. Pour moi, tier 3 pour Norman Powell, c'est amplement mérité. Il n'y a pas trop de discussion possible à avoir avec tout ce que j'ai dit, même s'il était dans une équipe qui perdait en début de saison, et que là il s'est blessé chez les Clippers. Lui, je l'ai trouvé assez irréprochable, donc tier 3, ça me semble bien cohérent pour Norman Powell. Maintenant, Terry Rozier, un joueur dont on parle pas assez, selon moi, et que je trouve assez sous-coté de manière générale. Mais maintenant, c'est vrai que depuis une douzaine de matchs, chez les Hornets, c'est la méga crise. Je me dis que c'est bien dommage, parce que sur son début de saison, l'équipe m'a bien plu, et même si c'est pas la seule cause, l'irrégularité de Rozier est quand même à prendre en compte ces derniers temps. Maintenant, ce que j'apprécie, c'est que c'est un mec qui se donne sur le terrain, qui est principalement un scoreur, c'est sûr, qui a par exemple planté 33 points là dans la défaite de dimanche face aux Pistons. Je trouve quand même qu'il a fait de bons progrès dans le playmaking, pas assez pour être considéré comme un vrai meneur malgré son 1m85, et c'est ce qui est compliqué, il est entre deux postes, trop petit pour être arrière et pas assez playmaker pour
pour être meneur, mais quand même, il fait le minimum pour distribuer le jeu. Et plus il avance dans son âge, plus je trouve qu'il gagne en maturité dans ses choix. Avec son adresse, après, son adresse globale, elle est pas fabuleuse. Elle est correcte sans plus, même si ces 36% à 3 points sont plutôt bons. Le souci, c'est qu'il dépend vraiment trop de ça, et quand ça rentre pas, il peut avoir une fâcheuse tendance à trop forcer. Après, je dois dire que j'aime bien qu'il ait un profil différent de celui de la Melo Ball, mais le fit me pose parfois un petit peu question, car Rozier, c'est vraiment le type de joueur qui a beaucoup besoin d'avoir la balle dans les mains, la Melo aussi, et peut-être que je le mettrai 6ème homme pour voir ce qu'il pourrait donner avec le second unit. Maintenant, je pense qu'il aurait du mal à l'accepter, parce que son but en arrivant à Charlotte, il était clair, hein, c'était d'être starter, mais voilà, le tenter en sortie de banc, quitte à continuer à lui donner ses 30 minutes par match, et surtout en continuant à le laisser en fin de rencontre, parce que dans les moments clutch, c'est un crack Rozier, vu qu'il a peur de rien et il n'hésitera pas à prendre ses responsabilités, c'est peut-être à tenter. En vrai, j'ai beaucoup de bien à dire sur la saison de Rozier, globalement, même en défense, où il manque d'outils, il compense avec sa rage et son envie, mais au final, la mauvaise passe actuelle des Hornets m'oblige à un petit peu moins m'enflammer que ce que j'aurais pu le faire il y a quelques mois, parce qu'on sent que malgré toute sa bonne volonté, là il y a une baisse de niveau, peut-être un peu de fatigue même pour lui, et les Hornets s'en pâtissent, hein, faut être honnête. Ok, pour Terry Rozier, ça a été très serré, vous hésitiez entre le tier 3 et le tier 4, et finalement c'est au tier 3 qui va, avec 53% des votes, contre 47% pour le tier 4. Il a eu aucun vote pour les autres échelons, et je comprends que vous hésitiez entre ces deux échelons-là. C'est vrai que son irrégularité le pénalise énormément, et que la mauvaise passe actuelle des Hornets le pénalise énormément, parce que pour moi, il est au moins tier 3 no-brainer hein, par rapport à tout ce qu'il a fait cette saison, et moi je l'aurais mis tier 3 quand même, mais je comprends que vous soyez un petit peu déçu par son manque de constance, et pourtant, je me dis que au vu de ce qu'il a montré l'année dernière, si Charlotte gagnait autant qu'en début de saison, ce serait un joueur, même s'il le mérite pas aujourd'hui, hein, on est d'accord, ce serait un joueur qui pourrait viser au moins l'échelon supérieur. Maintenant, voici l'Allemand Dennis Schröder, et lui, on ne peut pas ne pas être déçu, je trouve, parce que lui-même, je pense, il doit tomber de haut. Un joueur qui disait qu'il valait 100 millions, qui a finalement signé pour 1 an et 6 millions à Boston, et maintenant il a été bazardé aux Rockets. Et c'est quand même dur, hein, ce qui s'est passé pour lui là en quelques mois. Après, je pensais que Houston allait le couper, c'est finalement pas le cas, et apparemment ils vont même le garder, mais je me pose quand même de vraies questions sur son avenir. Alors ok, chez les Rockets il joue ses 30 minutes, mais je trouve qu'il a encore amplifié ses défauts qui étaient de plus en plus flagrants ces derniers mois. C'est un mec qui porte beaucoup trop la balle, et même s'il distribue pas trop mal, c'est souvent au dernier moment qu'il fait sa passe, parce qu'en termes de tir, il arrose comme jamais. Même en défense, alors que je le trouvais bon il y a encore un an ou deux, j'ai jamais dit élite, hein, mais j'ai dit bon, je trouve moins percutant. On sent qu'il a pas vraiment d'envie cette saison. Là déjà, il a peut-être pas envie d'être à Houston, et je crois que c'est son intersaison là, ça a laissé des traces, et son passage à Boston aussi. Il a été incapable d'être le playmaker qui était recherché chez les Celtics. Il a aussi perdu son côté dynamiteur, qui faisait de lui l'un des meilleurs 6e hommes de la ligue. Il avait pas aussi peu scoré depuis 2016, et puis hasard ou non, depuis qu'il a quitté Boston, on a des Celtics qui carburent. Après, ça reste un joueur correct, hein, même un bon joueur, mais pour moi cette saison c'est quand même du gros fail pour Schröder. Et mentalement, je me demande en fait si tout va bien chez lui. Je le vois de moins en moins capable de s'inscrire dans un collectif. Je le trouve trop croqueur, trop irrégulier, avec un tir à 3 points qui devient peu à peu catastrophique au vu de sa sélection de tirs. Je pense qu'il va falloir une vraie remise en question chez Dennis Schröder, parce que cette saison, moi, elle me déçoit sacrément. Dennis Schröder qui prend très cher, parce que vous êtes 94% à le voir au tier 5, 6% seulement le voit un petit peu plus haut au tier 4. Et moi aussi, hein, je l'aurais mis au tier 5, malgré les 14 points qu'il met par match et les 4,5 passes. Si on regarde que ça, c'est plutôt correct. Mais la façon dont il a de jouer, la façon dont il phagocyte le jeu, la façon qu'il a de croquer, la façon qu'il a de pas pouvoir s'inscrire dans un collectif donne forcément envie d'être sévère. Donc Schröder au tier 5, ça fait de la peine, hein, vu le joueur qu'il a été et qui paraît capable d'être. Mais là, il a plus envie d'être ce joueur-là. Et tier 5, ça paraît sévère, mais ça me semble logique encore une fois. Voici Anthony Simons. Et après la déception Schröder, voilà un bon petit rayon de soleil. Lui, à Portland, on l'a déjà évoqué tout à l'heure depuis le départ de CJ McCollum, il défonce tout. Et le truc, c'est que je pense pas qu'il ait forcément tout explosé parce que soudainement il est appris à jouer au basket. Non, le talent d'Anthony Simons, ça fait un moment qu'on l'a vu dès qu'on regarde un petit peu le basket. Sauf que c'était dur pour lui d'avoir des responsabilités chez les Blazers, derrière Lillard, derrière McCollum et derrière Powell. Mais maintenant que Dame est blessé et que les deux autres ont été envoyés ailleurs, c'est par lui que passe toute l'attaque de Portland.
Cleveland, et cette opportunité, il a su la saisir. Après, je veux pas qu'on ne le juge que sur ce dernier mois non plus. En début de saison, malgré quelques moments de brillance, c'était quand même un poil plus compliqué pour lui. En même temps, il avait moins de temps de jeu, moins de responsabilités, moins de ballons. Mais depuis quelques temps, là, quel niveau il a atteint? Le mec est sur un nuage, il peut mettre d'énormes tirs, il tourne quasi à 24 points de moyenne depuis le 1er janvier, et il shoot avec des pourcentages excellents. Mieux encore, alors que l'on pensait que, en tout cas moi le premier, que cette équipe décimée allait couler, c'est pas le cas sur cette période. En fait, depuis le mois de janvier, les Blazers ont un bilan de 12 victoires pour 13 défaites, et c'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Moi je m'étais dit, ils vont tanker, ils vont squatter le fond du classement, et là ça joue encore le play-in. On a un Anfernee Simons qui me surprend beaucoup dans sa justesse, dans son playmaking, à seulement 22 ans, que je trouve moins timide, qui s'affirme de plus en plus, ça c'est enthousiasmant, qui aurait pu penser que sans Lillard et sans McCollum, Portland pouvait encore espérer le play-in? Pas moi, et pourtant c'est le cas. Donc pour ça, gros big up à Anfernee Simons du côté de l'Oregon. Alors bien sûr, il va devoir prouver qu'il peut rester régulier comme ça sur la durée, dans une équipe qui sera peut-être plus compétitive l'année suivante. On attendra aussi, je pense, plus d'impact défensif de sa part aussi, parce que c'est pas sa spécialité. Mais mine de rien, depuis janvier, là, on commence à avoir un échantillon qui est assez important pour en être sûr. Anfernee Simons c'est un arrière qui est bourré de talent. Ok, pour Anfernee Simons, 69% à le mettre à l'échelon numéro 3, donc avec tous ces autres gars qu'on récapitulera juste après. Donc on le met là, 23% à le mettre carrément plus haut au tir tout, 8% à le mettre plus bas au tir fort. Ouais, tir tout, je pense que c'est trop haut quand on voit qui y a, et voir qu'il est déjà au tier 3, et quand il y a des mecs comme Bradley Beal à cet échelon-là, c'est quand même lourd pour Anfernee Simons. Et en même temps, c'est sûrement mérité vu tout ce qu'il montre depuis début janvier. Donc ouais, Anfernee Simons au tier 3, là-dessus je vous rejoins, moi ça me va. Avant-dernier, Gary Trent Jr. Et c'est vrai que je l'ai souvent dit aujourd'hui, mais j'ai l'impression que cette saison, on parle peu des Raptors. Pourtant, ils font une saison solide, et les playoffs leur tendent les bras. Et quand on parle d'eux, en fait, on parle surtout de Van Vliet et de Siakam. On parle pas trop de Trent Jr. Après, c'est normal, c'est les deux leaders de l'équipe. Par contre, derrière eux, il y a quand même quelqu'un qui réalise quelque chose de costaud. C'est bien Gary Trent Jr. Déjà, en défense, c'est important de le préciser pour commencer, c'est que c'est un crack. C'est un mec qui anticipe super bien les trajectoires, qui est affamé, qui fait partie des meilleurs de la ligue pour ce qui est d'intercepter les ballons ou dévier les trajectoires de passe, et tout ça, c'est quand même très fort. Maintenant, c'est vrai qu'en attaque, on a un gars irrégulier et que son adresse peut faire un peu peur parfois. Son 2 sur 15 face aux Pels récemment, ça a piqué un peu dans la déroute des Raptors. Cependant, quand il est chaud, il peut foutre un bazar monstre, je trouve. Il a fait 5 matchs de suite à 30 points ou plus fin janvier, il a même fait une pointe à 42 unités là il y a quelques semaines, et malgré son inconstance, ça reste une valeur sûre à longue distance, et il shoot quasi à 40% à 3 points. Alors c'est sûr qu'il peut connaître des gros coups de mou sur 3-4 matchs de suite, tout comme des moments de chaleur intense sur 3-4 matchs de suite, mais est-ce que c'est si grave? Parce que de toute façon à Toronto c'est l'option 3 ou 4, enfin peut-être même 4 derrière Anunoby. Pour moi c'est l'une des grosses raisons de toute façon de la bonne saison des Raptors, et franchement quand tout le monde est à son niveau et que Gary Trent Jr. met dedans à Toronto, je trouve que l'équipe canadienne peut se transformer en vrai poil à gratter, donc ouais, joli rôle pour Gary Trent Jr. et je trouve que c'est bien d'en parler. Gary Trent Jr. pour 59% d'entre vous, c'est l'échelon 3, donc lui aussi on le met là. Comme on voit de toute façon, l'échelon 3 et l'échelon 4 sont déjà bien chargés, bien blindés, et vous étiez 41% à le voir un petit peu en dessous à l'échelon 4. Moi ça me va, l'échelon 3, comme je le disais, Toronto fait une bonne saison, Gary Trent Jr. a un vrai rôle. Ok, il est irrégulier, mais quand il prend des coups de chaud, c'est monstrueux, c'est un gros défenseur, un gros intercepteur. Franchement, faut mettre de la valeur là-dessus. Alors ça me fait un peu bizarre qu'il soit à l'échelon de Beal, je reviens dessus, ça faisait un moment que je l'avais pas dit, mais l'échelon 3 pour Gary Trent Jr. c'est cool. Le dernier, c'est Derrick White. On finit avec une autre bonne surprise de la deadline, parce que Derrick White, c'est toujours un joueur que j'ai trouvé bon chez les Spurs, un mec important, en tout cas quand les Spurs gagnaient, parce que c'est un mec important dans une équipe qui a des ambitions, qui pourra défendre le plomb et se muer parfaitement dans un collectif. Mais le truc, c'est que depuis quelques saisons, les Spurs, c'est fini, c'est plus une équipe qui a des ambitions ou une équipe qui gagne. Et j'avais l'impression que là-bas, depuis 1 ou 2 ans, il stagnait un peu. Et son arrivée dans une équipe des Celtics qui est en pleine bourre, là, dernièrement, ça a tout changé. Le mec correspond tellement plus au jeu des 6 qu'un Dennis Schroeder, c'est cool. Il se bat sur tous les ballons, il défend fort, comme j'ai dit, il se place toujours bien, il fait jouer les autres, il crée en sortie de dribble. C'est exactement le genre de soldat dont Boston avait besoin. Alors c'est clair que depuis qu'il est dans la maison verte, il score moins qu'à San Antonio. C'est normal aussi, il a moins de ballons, il a moins de responsabilités. Mais on s'en tape parce qu'on n'attend pas ça de lui à Boston. Mettre des points, il y en a plein d'autres qui savent le faire chez les Seas. Par contre, il y a besoin de role players pour faire le travail de l'ombre, et White fait parfaitement ça. Et en plus de ça, c'est un bon playmaker qui fait toujours la petite passe qu'il faut, qui est toujours bien placé.
franchement c'est bien, je trouve qu'il se mue très bien dans ce que recherche dans le Boston Basketball. Après, attention quand même, parce que j'aimerais qu'il retrouve un peu de son adresse et qu'il mette ses tirs. De toute façon, depuis qu'il est dans le Massachusetts, c'est un peu son péché mignon l'adresse, mais j'ai envie de dire que la régularité au tir, ça a un peu été son problème, son fil rouge même depuis le début de sa carrière. Donc ouais, attention vraiment à l'adresse et à l'efficacité au shoot. Mais c'est pas ça non plus que je veux retenir principalement concernant Derrick White, parce que pour moi c'est surtout le genre de gars expérimenté, intelligent, qui va apporter beaucoup de choses autour du duo Tatum-Brown, et même si ses stats sont en baisse, je préfère le voir moins responsabilisé dans une équipe qui a des ambitions que l'inverse. C'est un joueur accompli qui fera du bien à n'importe quel outsider ou n'importe quel contender, et ça se voit bien à Boston. Il a trouvé sa place, il a trouvé son rôle, et bravo à lui pour ça. Let's go pour Derrick White. C'était serré. Mais c'est du 60-40 en fait, il y a 2 échelons qui ont été représentés, et vous êtes 60% à le mettre au tir fort, contre 40 au tir suit. Et moi aussi, après c'est typiquement le joueur dans son importance qui pourrait viser un tir suit, mais quand on voit les noms des joueurs qui sont au-dessus, je pense pas pouvoir le mettre à ce niveau-là. Je peux pas le mettre à un niveau de Bradley Beal, même si bien sûr il y a des disparités, je le répète, entre chaque échelon. Et donc ouais, le tir fort, même si c'est peut-être un des meilleurs du tir fort, bon peut-être même pas un des meilleurs, en tout cas je trouve un de ceux qui remplit le mieux son rôle, même si on juge pas forcément ça aujourd'hui. Franchement, non, ça va. Derrick White, 60% au tir fort, j'aurais mis au tir fort aussi. Et on va faire le bilan là juste après. Et on a peut-être pas tant de désaccords que ça finalement dans cette tier list. Épilogue. Du coup, si on fait le bilan, au tier 1, les demi-dieux, comme je les ai appelés, même si c'est peut-être un peu trop fort, on a Devin Booker et Donovan Mitchell. Et là-dessus, je vous rejoins à 100%. Si j'avais dû mettre 2 joueurs tout en tête de cette tier list, ça aurait été eux. Au tier 2, on a Anthony Edwards, Tyler Hero et CJ McCollum. Là, je l'ai assez répété pendant le live, vous l'avez compris, j'aurais mis Bradley Beal avec eux, qui même si ça a été décevant sa saison, que ce soit d'un point de vue individuel et collectif par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier, ça reste quand même un excellent joueur qui pour moi fait partie de l'élite avec eux. Franchement, ouais, je l'aurais mis au tier 2 et ça aurait peut-être changé pas mal de choses. Peut-être que certains joueurs du tier 4 seraient passés au tier 3, mais bon, peut-être pas. Enfin voilà, pour moi en tout cas, je pense que c'est le seul désaccord que j'ai eu avec vous aujourd'hui. Donc au tier 3, vous avez mis Bradley Beal, Seth Curry, Tyrese Haliburton, Caris LeVert, Norman Powell, Terry Rozier, Anthony Simons et Gary Trent Jr. Tout ça, franchement, c'est très logique. C'est des mecs qui font des bonnes saisons. Pas tous dans des équipes qui gagnent, mais qui font des choses qui sont quand même très solides, donc bravo à eux. Au tir fort, Will Barton, Bogdan Bogdanovic, Evan Fournier, Josh Giddey, Eric Gordon, Buddy Hield, Kevin Huerter, Reggie Jackson et Derrick White. Tout ça c'est pas mal, hein. On a pas mal de role players plus, des mecs qui peuvent faire du bien dans pas mal d'équipes, ou des joueurs qui n'ont pas encore trop prouvé, mais qui, comme Josh Giddey, hein, qui fait de belles choses, mais qui doit encore polir certains domaines. Mais voilà, hein, vraiment des role players plus dans ce tir fort, ça me va bien. Et au tir 5, faut le dire, hein, c'est des joueurs qui sont assez décevants. Donc c'est surtout le cas de Kentavious Caldwell-Pope, Tim Hardaway Jr., qui eux sont très décevants, Dennis Schroeder aussi. On a Gary Harris qui est dans un autre rôle qui est pas forcément décevant, mais qui est un homme à tout faire, donc un role player, mais qui peut difficilement viser le plus haut que le tier 5. C'est la même chose je pense pour Justin Holiday. Et il y a Jalen Green, je sais je les ai pas fait dans l'ordre, mais je les ai tous cités. Jalen Green qui a plein de potentiel, mais pour l'instant croque sûrement un peu trop pour viser plus haut que ce tier 5. Donc voilà, je le répète, toute cette tier list me paraît très cohérente, même si Bradley Beal, je vous ai trouvé sévère, mais la déception collective de Washington a dû, et les attentes qu'il y avait envers celui qui a fini 2e meilleur scoreur de la NBA l'an dernier, a dû vraiment peser. Donc allez, je peux vous comprendre, même si moi je l'aurais mis plus haut. Voilà pour ce qui est des arrières en NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Bon, je suis désolé pour tous les bégaiements, toute la fatigue qu'il y a eu, toutes les hésitations, mais je dois le dire que j'ai pas été gâté encore une fois par les soucis matériels. J'ai dû changer de cam, j'ai dû la faire tenir, j'ai dû la scotcher, j'ai dû trouver tous les systèmes D possibles, je me suis vraiment transformé en MacGyver. C'est moi faire ça, ne coûte rien d'essayer. Mais bon, au final, je crois que le matériel a tenu la route, même s'il y a eu des hauts et des bas et que j'ai eu quelques hésitations, on a réussi à faire un gros live, un live cool, et c'est sûrement ça le principal. J'espère juste que ça ne se ressentira pas trop dans le best-of. Mais bref, revenons au basket un petit peu et dites-moi si vous êtes d'accord avec ce classement en tiers, ce qu'on a fait tous ensemble. Mais surtout là, j'ai besoin de votre avis, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous auriez mis Bradley Beal tier 2 ou tier 3, vu que c'était le principal sujet de débat, le principal désaccord? Positionnez-vous, j'ai besoin de savoir, donnez-moi 2-3 arguments, je vais me régaler à vous lire.
Sinon je vous le rappelle, pour vous procurer un t-shirt très cool, comme celui que je porte de Tyler Hero en ce moment, c'est sur Dirby-Ball que ça se passe. Go voir en description, copiez-coller le code Le 6ème Homme, rentrez-le sur le site et obtenez 10% de réduction. Que demande le peuple, c'est parfait. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là, c'est important pour la mise en avant et le référencement sur YouTube. Et gros merci à tous ceux qui sub sur Twitch, dédicace à Vargalas, mais aussi à tous ceux qui soutiennent sur Tipeee, c'est vraiment important, je vous en prie, continuez. En tout cas, moi ce que je retiens, c'est que problème de matos ou pas, bégaiement ou non, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. À très vite.